Il y a quelque temps, j'ai fait une vidéo qui faisait la synthèse du rapport Rupert Lowe sur les grooming gangs au Royaume-Uni. Pour rappel, les grooming gangs, ce sont des gangs de Pakistanais qui ont torturé et au moins 250 000 jeunes filles blanches selon une des estimations les plus basses. Je vous invite vivement à aller voir cette vidéo, même si c'est parfois très dur, parce que c'est absolument essentiel de savoir ce qui s'est passé, comment ça s'est passé et surtout pourquoi ça a pu se passer. Il est essentiel de se renseigner sur ce sujet pour être capable d'en parler, parce que tout le monde peut être un lanceur d'alerte à son niveau. Ce que j'aimerais vous faire entendre ici en complément de cette vidéo, ce sont les témoignages des victimes que le rapport appelle des survivantes. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que ce qui s'est passé au Royaume-Uni, c'est quelque chose qui se passe également dans d'autres pays d'Europe et notamment en France, à travers les scandales autour de l'aide sociale à l'enfance ou des proxénètes qui recrutent des jeunes filles sur TikTok sous le nom de code de vendeurs de roses. Même si, en termes d'ampleur, on est loin du niveau de ce qui s'est passé en Angleterre, le profil des victimes est le même, le profil des bourreaux est le même, les méthodes sont les mêmes. Et pour pouvoir combattre ce phénomène, il faut oser en parler. Et pour ça, il faut le comprendre. Mais le problème, il est double. Déjà, il y a la peur, celle de désigner les coupables et de dire qui sont les victimes. Parce que c'est prendre le risque d'être traité de raciste. C'est prendre le risque d'être mal vu. Mais il y a aussi un autre problème, qui est que ces histoires sont en fait tellement horribles que beaucoup choisissent de ne pas les écouter, de fermer les yeux et les oreilles, et en somme, de fuir. Pourtant, il me semble qu'il est essentiel d'oser écouter ces témoignages pour véritablement prendre la mesure de l'horreur et trouver la force d'en parler autour de soi. Parce que le plus important, au fond, c'est ça, c'est d'oser en parler autour de soi et pas uniquement sur Internet. Parce que les médias ont choisi de ne pas en parler. Mais le bouche à oreille, il peut être tout aussi efficace que les plus grands des médias. Ce que je vais faire ici, c'est donc vous lire l'ensemble des témoignages disponibles en annexe du rapport Rupert Lowe. N'hésitez pas à télécharger cette vidéo, à la rendre disponible partout, à la découper, la clipper, faites-en des shorts, des TikTok, faites-en ce que vous voulez, mais faites entendre la parole des victimes. Claire, survivante. Il y avait toujours des filles blanches qui allaient et venaient, certaines même plus jeunes que moi. Certaines filles vendaient de la drogue pour le compte des hommes, et beaucoup d'entre elles fréquentent encore aujourd'hui les mêmes agresseurs, ce qui me rend très triste. On ne faisait que passer d'une maison de fête à une autre. De la drogue, des hommes, on faisait tout ce qu'ils voulaient. Les gars venaient nous chercher à la sortie de l'école. Nous avions fait part de nos inquiétudes à l'époque, car nous sommes toutes allées au centre de santé sexuelle. Il existe donc des dossiers à ce sujet. Même l'inspecteur en chef de la police était au courant. Tinkerbell, survivante. 3 semaines après mon placement, je me suis réveillé au milieu de la nuit et j'ai senti la main de quelqu'un dans mon intimité. J'avais 14 ans et demi. L'assistant social de nuit était un Écossais. J'ai signalé ce qui s'était passé. Il m'a emmené dans son bureau, s'est assis avec moi et m'a aidé à rédiger un rapport. Le lendemain matin, il était parti. Personne n'a donné suite. Aucune mesure n'a été prise à la suite de ce rapport. Personne ne m'a demandé si j'étais en sécurité. Il ne s'est rien passé. À partir de ce moment-là, je ne me suis pas senti plus en sécurité qu'à la maison. Les abus se sont poursuivis à plusieurs autres reprises au sein de la structure d'accueil. J'ai des souvenirs très vifs des routines nocturnes au sein du foyer, notamment des occasions où un enfant avait choisi de rester debout et regarder un film avec le personnel tandis que les autres étaient envoyés au lit. Je me souviens qu'on m'a donné un verre de limonade et je n'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé ensuite. À cette époque, ma scolarité s'est effondrée. J'étais auparavant une élève brillante qui rêvait de devenir architecte, mais j'ai commencé à faire l'école buissonnière et à me désintéresser de tout. Pendant mon placement en foyer, j'ai également vécu une période de grand chaos, notamment lorsque la police m'a informé que ma mère avait vidé mon compte bancaire en falsifiant ma signature. Malgré ça, on m'a poussé à rentrer chez moi. J'ai commencé à m'enfuir du foyer pour enfants. Au début, je le faisais seul. Plus tard, une autre fille que je connaissais déjà est arrivée au foyer. Après lui avoir raconté ce qui s'était passé, nous avons commencé à nous enfuir ensemble. Nous avons été sollicités par des hommes adultes lorsque nous étions dans la rue. Il s'agissait notamment d'hommes pakistanais et d'un Polonais, ainsi que de son fils. L'arrangement était implicite. Un abri, de la nourriture et des cigarettes, en échange de relations S. Lia, survivante. J'ai acheté une maison en 2002 et j'ai remarqué que mon agresseur rôdait devant chez moi dans un taxi entre la fin de l'année 2002 et le début de l'année 2003.
Après avoir commencé à avoir de graves problèmes avec mon agresseur début 2003, j'ai porté de nombreuses plaintes contre lui auprès de la police. En 2003 notamment, pour m'avoir harcelé sans relâche, m'avoir enlevé, m'avoir agressé violemment presque tous les jours pendant des heures, m'avoir cassé le nez et d'autres os, m'avoir veillé sans relâche, me séquestrer sans cesse et me menacer constamment de mort, ainsi que ma nièce âgée de 5 ans. Il prétendait être le fils du chef de la police de Bagdad et possédait 2 passeports à 2 noms différents. Responsable de redressement intérimaire anonyme, lanceur d'alerte. Je suis responsable de redressement intérimaire. J'occupe ce type de poste depuis de nombreuses années. Vers 2019, j'ai été recruté à titre intérimaire dans un établissement d'accueil pour enfants situé dans une grande ville du Grand Manchester, de septembre environ jusqu'à mars de l'année suivante. Mon rôle consistait à stabiliser le fonctionnement de l'établissement, à soutenir les éducateurs, à identifier les problèmes systémiques et à exercer mon jugement professionnel pour déterminer si l'établissement répondait aux besoins des enfants qui y étaient placés. Dès le début, il m'est apparu clairement que le service ne répondait pas aux besoins des enfants et des jeunes qui y étaient placés. Des préoccupations de longue date existaient concernant le soutien aux éducateurs, les pratiques de protection de l'enfance et la manière dont les risques étaient gérés. Bien que ces problèmes aient été soulevés à plusieurs reprises et fassent l'objet d'enquêtes officielles, aucun changement significatif n'a suivi. D'après ce que j'ai observé et d'après les témoignages de mes collègues, les mêmes erreurs étaient commises à maintes reprises. De mon point de vue professionnel, ces défaillances ont directement conduit à mettre les enfants en danger, et dans certains cas à des maltraitances. La protection de l'enfance n'était pas efficace, en particulier en matière d'exploitation S. Le service ne prenait pas les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des enfants. Médecin consultant anonyme, survivant et lanceur d'alerte. Tout au long de ma carrière, j'ai été témoin direct de l'impact dévastateur des abus S sur les enfants et les adultes de tout genre. Les abus S détruisent des vies et se manifestent souvent dans les établissements de santé, non seulement par des révélations directes, mais aussi par des symptômes physiques, une détresse psychologique et des tableaux cliniques complexes qui masquent les abus sous-jacents. Malgré cela, à aucun moment au cours de ma formation médicale ou de mon développement professionnel, on ne m'a enseigné comment identifier le grooming ou la traite des êtres humains selon le profil décrit par la suite par la professeure Alexis Jay ou mentionné plus récemment dans l'audit de Kazi de 2025 sur les gangs de grooming. Au cours de cette période, j'ai été victime de traite vers la Grèce afin qu'ils puissent échapper à la justice et continuer à abuser de moi alors que j'étais enfant. La religion servait de mécanisme de contrôle. Une forme déformée du christianisme était utilisée pour instiller la peur, un sentiment de toute puissance et l'obéissance avec des menaces de châtiment divin, de mort et d'enfer si je résistais. L'agresseur portait une arme à feu, proférait des menaces de violence, de mort et de suicide, consommait de l'alcool et m'a isolé presque totalement de la société pendant environ 5 ans, à l'exception de ma scolarité. Même ma scolarité était étroitement contrôlée par le biais des allers-retours à l'école, de l'intimidation des enseignants et d'actes de violence envers les autres. Jojo, parent d'une victime. On croit souvent que les enfants ne sont victimes de manœuvres de séduction ou d'exploitation S que s'ils viennent de milieux chaotiques ou s'ils sont placés en institution. Ce n'était pas le cas dans notre famille. Le grooming ne connaît pas de frontières. J'ai eu 5 enfants. Tous sont très respectés, ont de bons emplois et ont fondé leur propre famille. Ma fille ne venait pas d'un foyer brisé. Une autre tendance inquiétante s'est dessinée. Nous la retrouvions abandonnée devant notre porte le matin en état d'ébriété. Les hommes qui la manipulaient lui donnaient de l'alcool et de la drogue. Nous l'avons interrogée sur ce soi-disant petit ami. Elle nous a dit qu'elle l'aimait. Lorsque nous lui avons demandé son âge, elle a répondu qu'elle pensait qu'il avait environ 25 ans. Elle parlait de rencontrer sa famille. Elle n'était qu'une jeune adolescente. Je ne comprenais pas comment une famille pouvait accepter qu'un homme adulte ait une relation avec une enfant. Je n'oublierai jamais quand des policiers m'ont dit que si elle continuait ainsi, elle finirait soit morte, soit V. Malgré ces propos, ils ne la considéraient pas comme une victime. Ils n'ont pas arrêté des hommes adultes avec lesquels on la trouvait, alors qu'elle n'avait que 13 ou 14 ans. Quand ma fille avait 15 ans, la police est venue chez nous et nous a annoncé qu'elle avait été V par 4 hommes d'origine sud-asiatique. C'étaient des Pakistanais. Nous nous sommes précipités vers elle. Elle était dans un état épouvantable et pouvait à peine marcher. On lui avait fait boire une grande quantité d'alcool. Elle avait été V et on lui avait jeté de la poudre de curry dessus. Cela s'est passé dans un hôtel pendant l'Aïd. Le personnel de l'hôtel avait vu ma fille être escortée jusqu'à une chambre d'hôtel par un groupe d'hommes sud-asiatiques. C'est le directeur de l'hôtel qui a contacté la police, qui nous a ensuite contactés. Les agresseurs de ma fille ont été inculpés et l'affaire a été préparée pour le procès.
Le jour du procès, on nous a annoncé que l'affaire avait été classée sans suite. On nous a simplement dit que l'agresseur avait un très bon avocat. Aucune explication écrite ne nous a jamais été fournie. Ce moment l'a anéantie. Elle avait le sentiment qu'on ne l'avait pas cru et qu'elle n'avait pas obtenu justice. Sa consommation d'alcool s'est intensifiée. En 2022, mes filles ont retrouvé leur sœur sans vie dans son appartement. Elle avait 33 ans. Elle est morte seule. Je pense que le grooming, le V, les défaillances institutionnelles et l'effondrement du système judiciaire ont directement contribué à la mort de ma fille. Phoebe, survivante. Ces dernières années, on nous a tout enlevé. Et aucun d'entre nous n'y était préparé, surtout pas moi. Ça a été un énorme choc culturel de voir notre ancienne vie disparaître petit à petit, d'autant plus à cause de ce qui m'est arrivé quand j'étais adolescente. Mon père a du mal à exprimer avec des mots à quel point ça l'a affecté. Mais je sais que cela l'a profondément changé. Ça nous a tous changés. Même si nous avons essayé d'aller de l'avant et de reconstruire nos vies, rien n'a plus jamais vraiment été pareil depuis. Nous nous attendions à être pris au sérieux par la police. Nous pensions que la loi était là pour nous protéger. Ce fut un choc terrible de découvrir que des preuves essentielles avaient été effacées, téléphones que nous avions remis. C'était la police de Ross, parent de Phoebe. Ce qui est arrivé à ma fille, Phoebe et les démarches qui ont suivi, notamment les procédures de réclamation, les demandes d'accès aux données personnelles et les retards prolongés sans enquête en bonne et due forme, ont eu un impact profond sur moi et sur notre famille. Ces expériences m'ont affecté émotionnellement, physiquement, mentalement et financièrement. Elles ont affecté mes relations, ma capacité à faire confiance, mon sommeil, mes habitudes alimentaires et ma façon de penser. Ces répercussions se sont poursuivies au cours des 3 ou 4 dernières années et sont toujours d'actualité. J'ai dû me concentrer sur la protection de Phoebe, en essayant de réparer les dommages qui lui ont été causés, tout en m'engageant pleinement à naviguer dans des procédures de réclamation complexes et à rassembler des preuves pour comprendre comment nous avons été traités. Phoebe et moi souffrons désormais d'anxiété et de dépression, une situation encore aggravée par son diagnostic d'épilepsie en 2024. Si les autorités sont capables de traiter ma fille et notre famille de cette manière, je pense qu'elles sont capables d'en faire de même à d'autres. Ce qui est arrivé à Phoebe et ce que nous avons vécu au cours de ces 3 ou 4 dernières années restera à jamais gravé dans nos mémoires. Céleste, survivante. L'un des Slovaques s'est approché de moi et m'a demandé de lui faire une ce que j'ai refusé. Il a alors commencé à m'enfoncer son de force dans la bouche. J'ai ensuite été saisi par un homme grand et musclé qui portait des lunettes. Il m'a poussé au sol et m'a arraché mes vêtements. Je suis resté complètement figé de peur pendant qu'il me vait. Je ne voulais pas me défendre, car il était bien plus costaud que moi. Il a fini ce qu'il était en train de faire et s'est éloigné. Avant même que j'aie eu le temps de réaliser ce qui venait de se passer, un autre homme est entré. Il m'a maintenu au sol en me tenant par les épaules pendant qu'il me vait. J'ai étévé par les 4 hommes à plusieurs reprises pendant 2 jours. Cela m'a semblé durer une éternité. Ils nous obligeaient à prendre une douche et nous regardaient pendant que nous le faisions. À l'époque, je ne comprenais vraiment pas pourquoi ils faisaient ça. À la suite de ces événements, on m'a prescrit des somnifères qui se sont révélés inefficaces. On m'a également prescrit des médicaments pour traiter un trouble bipolaire. Cependant, ça n'a pas amélioré mon état. À aucun moment on ne m'a proposé un soutien émotionnel ou psychologique, cohérent ou adapté. Ma famille d'accueil m'a inscrit à des séances d'art-thérapie, mais je n'ai pas trouvé que celle-ci m'était bénéfique. Je me suis senti profondément déçu par le système. Aucun professionnel n'a fait le moindre effort pour discuter avec moi de ce que j'avais vécu après l'incident. Mon assistante sociale ne venait que pour les visites mensuelles de routine et aucun soutien supplémentaire ne m'a été apporté. Environ 3 ans plus tard, ma mère d'accueil a reçu un appel téléphonique l'informant que mon dossier avait été classé sans suite, faute de preuves. J'ai trouvé ça extrêmement difficile à comprendre, d'autant plus que j'avais identifié 4 personnes en lien avec les infractions commises à mon encontre. Tout au long de mon adolescence, j'ai continué à lutter contre les répercussions émotionnelles et psychologiques de ce qui s'était passé. J'avais énormément de mal à faire face à des situations quotidiennes que d'autres pourraient considérer comme normales. Mais aujourd'hui, à l'âge de 26 ans, je continue à rencontrer des difficultés persistantes, notamment une détresse provoquée par certaines odeurs, certains sons ou certains environnements qui me rappellent des souvenirs de cet événement. J'ai tenté de suivre différentes formes d'accompagnement psychologique et de thérapie. Cependant, en raison de mon manque de confiance envers les professionnels, j'ai eu du mal à m'investir pleinement, et ces interventions n'ont pas porté leurs fruits. Je tiens à souligner l'impact à long terme que ces événements ont eu sur ma vie, bien que je comprenne que certains aspects de cette déclaration puissent aller au-delà des faits immédiats de l'incident. Je pense qu'il est important d'expliquer les conséquences durables. Le traumatisme que j'ai subi était considérable, et j'ai également le sentiment que la réaction des professionnels impliqués a rendu la situation plus difficile qu'elle n'aurait dû l'être. J'ai le sentiment d'avoir été trahi par la police
du South Yorkshire et les services sociaux de la région de Rotherham. Je reste profondément marqué par cette expérience et je continue de réfléchir à la manière dont d'autres ont pu vivre des expériences similaires. Felicity, survivante. C'est la première fois que je raconte en détail ce qui m'est arrivé quand j'étais enfant. La première agression a eu lieu peu après mon 8e anniversaire. À cette occasion, il m'a demandé de l'aider à installer une étagère. Nous sommes donc entrés dans une pièce à l'arrière et il a fermé la porte derrière nous. Il avait déjà fermé la porte auparavant, même si les portes fermées me mettaient mal à l'aise et me donnaient l'impression d'être piégé. Il y avait des clous dans une petite boîte et il m'a demandé de les lui passer. Quand je me suis approché pour les lui donner, il s'est jeté sur moi et a posé ses mains partout sur mon corps. Je ne me souviens pas qu'il ait dit quoi que ce soit au début. Je me suis figé et je ne pouvais plus bouger. Je me souviens avoir eu très peur. Je me souviens aussi d'avoir été terrifié à l'idée d'avoir des ennuis. Il m'a dit que si j'en parlais à quelqu'un, on m'emmènerait. J'étais terrifié à l'idée de rentrer chez moi après ça. Ce fut le point de départ d'années d'abus, de V et de torture. Cet homme a été la première personne à m'avoir fait du mal de cette manière. Il a ensuite commencé à me vendre à d'autres hommes, principalement sud-asiatiques en dehors de la région. Après ça, on venait me chercher soit en taxi, soit par des hommes qui venaient me chercher en personne. Ces enlèvements avaient souvent lieu après l'école, les soirs où j'étais censé aller à l'église, et parfois le week-end. On m'a également mise dans des situations où l'on m'obligeait à participer à des actes préjudiciables impliquant d'autres enfants. Cela servait à brouiller les limites et à faire en sorte que ce qui se passait semble normal, tout en instaurant le secret et la peur de parler. On m'a décrit cet homme comme quelqu'un qui m'adorait et qui allait m'épouser. On m'a dit que c'était le plan de Dieu et que je devrais me convertir à l'islam. Cela m'a été présenté comme une histoire d'amour et une question de destin. Mais cela relevait en réalité de la manipulation et du contrôle. L'homme lié à ma première période d'abus fréquentait une église chrétienne. Mes contacts avec lui et la manière dont la foi était évoquée faisaient partie du discours visant à gagner ma confiance et à légitimer ce qu'il disait. Je me souviens qu'à un moment donné, un des agresseurs sud-asiatiques m'a donné un livre sur l'islam et m'a dit que je devais l'étudier dans le cadre de la pression exercée pour que je me convertisse. Une autre pièce à l'étage m'était connue comme la salle de punition. Je la décris ainsi car c'était la pièce où les filles étaient emmenées si on leur reprochait d'avoir fait quelque chose de mal. À l'intérieur de cette pièce, je me souviens d'enclos ressemblant à des cages, d'apparence similaire à celle des cages pour chiens. Certains étaient posés au sol et d'autres suspendus. Je me souviens également qu'il y avait dans cette pièce divers objets utilisés pour faire du mal ou punir les gens. Entrer dans cette pièce était effrayant, et tout le monde comprenait qu'être emmené signifiait une punition sévère. Je me souviens pas qu'on nous expliquait toujours pourquoi ces punitions étaient infligées. Je me souviens qu'une des pires punitions auxquelles j'ai jamais assisté concernait une autre fille qui avait été accusée d'avoir dénoncé l'un des hommes à la police. À ce moment-là, j'avais répondu avec insolence, et Char avait pris ma défense. Elle a reçu une gifle, et nous avons toutes les deux été emmenées à l'étage. Nous étions dans la salle de punition lorsqu'une autre fille a été amenée. Les hommes ont déclaré qu'elle avait dénoncé l'un d'entre eux à la police et qu'il fallait lui donner une leçon. J'ai alors vu un fer à repasser brûlant être appliqué sur le dos de la jeune fille. Je me souviens avoir vu de graves brûlures et des lésions cutanées sur son dos. Ce souvenir reste profondément traumatisant pour moi. Si je me souviens bien, la jeune fille est morte par la suite. Je me souviens l'avoir vue se faire étrangler après coup dans cette pièce. Je me souviens qu'il y avait plusieurs hommes présents, environ 4 au total. J'étais terrifié. À un moment donné, Char et moi étions toutes les deux enceintes en même temps. Toutes ces grossesses se sont soldées par des fausses couches. J'étais avec Char lorsqu'il a fait une fausse couche à l'époque. Aucune d'entre nous ne comprenait vraiment ce qui se passait. Je croyais qu'elle était en train de mourir. Le fait de voir ce qui est arrivé à Char, par la suite, m'a aidé à comprendre ce qui se passait lorsque j'avais fait une fausse couche. J'ai subi plusieurs fausses couches au cours de ma vie. Quand on a cessé d'amener Char à la maison, d'autres filles ont pris sa place. J'ai demandé à l'un des hommes où elle était. Après avoir posé cette question, j'ai été enfermé dans la salle de punition. L'un des hommes m'a dit qu'elle ne reviendrait jamais. Ils ont ri et m'ont dit qu'ils l'avaient tuée et que je ne la reverrais plus jamais. Cependant, l'un des hommes a également dit qu'il voulait l'emmener au Pakistan. J'ai été témoin d'un accident très violent impliquant un homme que je croyais être un policier. Je me souviens de son visage et de son nom. Une fille a été abattue devant moi. Ce souvenir est douloureux et reste très vif dans ma mémoire. Pendant cette période, on m'a donné l'impression d'être entièrement sous contrôle des hommes impliqués. On m'a menacé de violences extrêmes et on m'a dit, entre autres, que je pourrais être découpé en morceaux et donné à manger aux cochons. En raison de ces menaces et des mauvais traitements que j'avais déjà subis, je croyais sincèrement que je serais tué
si je révélais ce qui s'était passé, ou ce dont j'avais été témoin. À un moment donné, pendant cette période, j'ai tenté de mettre fin à mes jours, à l'aide d'une arme à feu appartenant à l'un des hommes impliqués. J'ai essayé de me tirer une balle en la pointant sur ma tête. Je n'avais jamais utilisé d'arme à feu auparavant et je ne savais pas m'en servir. J'ai appuyé sur la gâchette, mais le coup n'est pas parti. Je me souviens que les adultes étaient extrêmement en colère. Je me souviens avoir été menacé d'être arrêté et j'étais terrifié. Il m'a mise dans une camionnette avec 7 autres filles, dans une caisse et 2 garçons. Puis nous a conduits au milieu de nulle part, nous a tous fait descendre, nous a alignés et nous a expliqué les règles, ce que nous allions faire. 4 des filles avaient été amenées de l'étranger pour être vendues ici. Elles ne parlaient pas anglais. L'un d'entre eux a répondu du tac au tac à l'homme qui allait les acheter. Et il a pété les plombs. Il l'a poignardée à plusieurs reprises et l'a rouée de coups. Puis il l'a brûlée vive et nous a tous obligés à regarder. C'est ce qui m'a transformé. C'est pour ça que j'ai essayé de sauter par la fenêtre. Vers la fin, j'ai dû creuser ma propre tombe. Il y a un homme dont je me souviens très bien. Il disait qu'il voulait être une rose pour son frère. Il disait que son idole était Fred West et qu'il voulait un complice avec qui il pourrait kidnapper, tuer et manger des enfants. Il en parlait en détail et je l'ai revu quand j'avais 27 ans. J'ai bien essayé de le dénoncer à 27 ans, mais ils ne m'ont pas cru. Je me souviens d'une fois où il m'a suspendu la tête en bas par les pieds et m'a fouetté. Il a ensuite uriné sur moi. Je me souviens aussi qu'il m'a forcé à accomplir des actes et qu'il a versé des substances sur moi en riant comme s'il trouvait ça amusant. Son comportement semblait sadique et dégradant. La maison ressemblait à d'autres que j'avais déjà vues et où se trouvaient des filles. Je me souviens avoir vu une toute petite fille, âgée d'environ 5 ou 6 ans, ligotée près de la cuisine. J'entendais également d'autres filles ailleurs dans la propriété. L'homme, que je connaissais sous le nom de Raz, semblait prendre plaisir à regarder un autre homme me ver. Pendant l'agression, je lui ai crié de m'aider. Je me souviens qu'il a fini par dire à l'autre homme d'arrêter et lui a ordonné de quitter la pièce. Cependant, une fois que l'autre homme est parti, Raz m'a alors veillé à son tour. Je me souviens qu'il a dit que cette nuit était spéciale, qu'il fêtait quelque chose, et que j'avais été acheté pour la nuit en guise de récompense pour ses associés. Au cours de la nuit, de nombreux hommes m'ont agressé. Je ne me souviens pas combien ils étaient. Je me souviens de Raz assis dans un coin, qui regardait pendant que les abus avaient lieu. À un moment donné, au cours de la nuit, j'ai été forcé d'avaler d'autres comprimés ou substances. Je me suis senti extrêmement désorienté, prise de vertige, nauséeuse et incapable de bouger correctement. Je me souviens que la pièce tournait et que je voyais double. Je me sentais physiquement lourde, comme si je ne pouvais pas contrôler mon corps. À un moment, j'ai vomi sur moi-même parce que j'ai tout fait, mais les agressions ont continué malgré tout. Je me souviens avoir été témoin de graves maltraitances infligées au bébé alors que la mère était contrainte d'assister à la scène. Je me souviens avoir vu des cigarettes posées sur le corps du bébé. La femme était blanche, le bébé était métissé. Ces hommes ont ensuite tué le bébé. Cet incident m'a causé une détresse extrême et reste l'un des souvenirs les plus traumatisants que je porte en moi. À l'époque, je me suis senti submergé émotionnellement et brisé psychologiquement par ce dont j'avais été témoin. J'ai souffert de cauchemars récurrents, de flashbacks, de dissociations, de honte, de peur et d'un engourdissement émotionnel. Il y avait des périodes où j'ai refoulé des parties importantes de ce qui s'était passé afin de faire face et de survivre. J'ai également vécu à plusieurs reprises des situations où je me sentais mis en doute, ignoré ou traité comme si j'inventais des événements, ce qui a eu un effet profondément néfaste sur ma confiance en moi et mon bien-être mental. Une grande partie de ma guérison vient du fait d'avoir été écouté, cru et validé. Le fait d'être entendu m'a aidé à commencer à comprendre que ce qui m'était arrivé n'était pas de ma faute. Bien que je ressente encore les effets du traumatisme et que certains symptômes persistent, j'ai désormais moins de cauchemars et de flashbacks. Et je me sens plus capable de parler ouvertement de ce qui s'est passé. Je me sens également plus légère émotionnellement que je ne l'ai été depuis de nombreuses années, car je ne me sens plus complètement réduite au silence, ni seule,